Le rendez-vous de l'actualité verte, c'est maintenant. Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète, votre émission, votre magazine consacré au développement durable. Et tout de suite, le sommaire. Ces deux retraités en ont marre de se faire des cheveux blancs à cause du bruit des avions. Ils ont donc décidé de lutter armés de micros et de statistiques. Pourtant, du côté des constructeurs, on assure faire de son mieux pour réduire ces nuisances sonores. On connaissait les déserts de sable, de glace, mais qui a jamais entendu parler des déserts alimentaires? C'est nouveau, c'est américain et c'est surtout très inquiétant. Séquence coup de foudre cette semaine, un film et 2 livres. Notre concours TV5 Monde AEFE, quand l'école devient écolo, cap sur San Francisco et les Seychelles. Et notre invitée cette semaine, c'est Sylvie Brieux. Merci Sylvie Brieux d'être avec nous. Alors, vous êtes journaliste, grand reporter au National Geographic et vous venez de sortir ce livre « Quand s'élèvent nos voix » aux éditions Albin Michel. Alors, dans ce livre, vous faites un témoignage en fait sur les populations indiennes qui vivent en Amérique latine. Vous êtes allé à leur rencontre pendant à peu près 1 an. Alors, dans ce livre, vous expliquez que ces hommes et ces femmes que vous avez rencontrés contribuent à la sauvegarde d'une humanité plurielle, je vous lis, et à la préservation de la biodiversité. Pourquoi ? Absolument. Moi, ce qui m'a intéressée, en fait, en partant à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, c'était de voir comment ces descendants de grandes civilisations précolombiennes ou polynésiennes, puisque j'ai fait un détour par l'île de Pâques, avaient réussi à allier sagesse ancestrale et technologie pour relever des défis contemporains. Et toute l'idée était de voir, en fait, comment les Indiens d'aujourd'hui avaient troqué en gros leurs arcs et leurs flèches pour des caméras HD et pour des ordinateurs, des PC portables. Donc ça m'a beaucoup intéressée de voir justement tout ce côté initiative créative et stratégie originale pour préserver leur biome, pour préserver leur environnement, mais également pour préserver leur culture, puisque la plupart de ces peuples, les cultures de la plupart de ces peuples sont en survie aujourd'hui. Alors on va continuer de parler de votre livre et de votre expérience assez exceptionnelle, mais d'abord on va regarder le coup de presse et cette semaine c'est Karine Henry qui l'a préparé. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5 étoiles pour un hôtel en Chine, le Power Valley serait le champion du monde du développement durable. Les façades de ses 26 étages sont couvertes de panneaux solaires. Les eaux usées de la ville sont utilisées pour le chauffage et la climatisation. C'est déjà plus de 500 tonnes d'émissions de CO2 en moins. Le soleil se lève aussi en Malaisie. Le ministère de la Santé a décidé d'équiper tous les hôpitaux de panneaux solaires, un remède bio afin de réduire la facture d'électricité. Cette décision pourrait stimuler la demande et faire ainsi diminuer les coûts de fabrication. L'Écosse, elle, trinque à la santé d'une usine de bioénergie alimentée par le whisky. La distillation génère une grande quantité de graines usagées. Brûlées avec des copeaux, ces déchets pourraient alimenter 9000 foyers en électricité. Des scientifiques estiment que bientôt, les voitures comme les avions pourraient carburer au whisky. Allez, vous en prendrez bien une goutte. Alors Sylvie Brieux, toutes ces initiatives, est-ce que c'est une goutte d'eau ou de whisky dans l'océan ou est-ce que vous avez l'impression qu'on se soucie enfin du développement durable ? J'espère que c'est une goutte d'eau plutôt que de whisky. Je pense que ça sera plus utile en ce moment. Mais ce sont plusieurs petites gouttes d'eau et de toute façon, l'océan est constitué de toutes ces petites gouttes d'eau. Donc effectivement, c'est utile. Et par exemple, vous êtes optimiste, donc. C'est-à-dire que je refuse d'être défaitiste et pessimiste à la place des populations concernées, puisqu'elles se battent, puisqu'elles résistent depuis plus de 500 ans. Elles se battent malgré des siècles de colonisation, d'oppression, de spoliation, donc je ne peux pas être défaitiste à leur place. Mais au niveau des initiatives, il y en a une pour donner des exemples, pour donner un exemple précis, qui est celle du peuple Païter-Surui en Amazonie brésilienne. Et eux ont été contactés pour vous donner une idée dans les années, à la fin des années 60. Donc contactés, c'est-à-dire qu'ils ont eu un premier contact pacifié avec l'homme blanc, donc avec la société dominante extérieure. Et depuis, ils maîtrisent les outils technologiques et ils ont même passé un partenariat récemment avec Google Earth afin de surveiller leur territoire et de le protéger contre le déboisement illégal. Ils utilisent bien donc la technologie moderne.
Oui, il faut savoir que les Indiens, bon, c'est toujours difficile de généraliser parce que quand on parle d'Indiens, on parle de population plurielle. Mais si on veut vraiment généraliser pour rendre le discours un peu plus accessible, les Indiens aujourd'hui surfent sur Internet, ils tweetent et eux aussi font leur évolution sur Facebook. Alors, vous parliez de résistance de ces populations. Comment elles s'organisent ? Elles s'organisent déjà au niveau communautaire, elles s'organisent au niveau national. Il y a beaucoup d'associations, hein, justement, de ces populations indiennes. Il y a beaucoup d'associations au niveau national, au niveau local et également au niveau international. Le problème, ensuite, est un problème de langue, puisque si on prend le cas de l'Amazonie brésilienne, on recense à peu près 225 groupes, donc 225 peuples qui parlent 180 langues différentes. Donc il faut vraiment qu'il y ait un vecteur de communication commun à tous, et parfois la communication entre la partie lusophone de l'Amérique latine et la partie hispanophone est un peu délicate, tout en sachant que quelqu'un qui parle espagnol peut arriver à comprendre le portugais. Alors, le titre de votre livre, ça s'appelle donc « Quand s'élèvent nos voix ». Vous faites référence à qui exactement? Est-ce que c'est un message universel ou est-ce que ça parle simplement des populations indiennes? Non, l'idée était que ce livre puisse servir de relais au message que ces populations, au témoignage que ces populations ont bien voulu me livrer tout au long de cette année. Ils ont du mal à se faire entendre ? Ils ont du mal à se faire entendre, notamment dans leur pays, parce qu'à l'extérieur, le message passe mieux, on est davantage sensible à ce que ces populations ont à nous dire, puisque sur la scène internationale, depuis que l'ONU depuis la déclaration des peuples autochtones qui a été lancée par les Nations Unies en 2007, on prend davantage en compte leur point de vue. Puis il faut savoir également qu'on les sollicite, maintenant que nous sommes désespérés pour trouver des solutions contre le réchauffement climatique, on les sollicite davantage lors de sommets mondiaux comme ceux qui se sont tenus à Copenhague puis à Cancun. Et vous allez être diffusé là-bas en espagnol, en portugais brésilien ? Écoutez, j'espère, parce que l'idée est que les populations les populations qui se sont livrées puissent récupérer de la matière afin de prouver qu'à l'extérieur, on les voit d'une autre manière et que leur point de vue est valorisé. Alors Sylvie Brieuc, on va parler aussi de modernité et de ses travers, et on va partir en Suisse où Armand, en fait, n'en peut plus des nuisances sonores. En fait, cet octogénaire vit à côté d'un aéroport. Vous allez le voir, c'est assez insupportable, même si aujourd'hui, les constructeurs de réacteurs travaillent à des solutions pour diminuer ces nuisances sonores. Le reportage de François Roulet, notre confrère de la TSR. Sur ce terrain qu'il habite depuis près de 60 ans, Armand Rolfo profite d'une retraite bien méritée. À 85 ans, cet ancien mécanicien occupe ses journées entre lecture et jardinage. Une petite vie paisible, tranquille, à un détail près. Le décollage, c'est affreusement bruyant, mais il y en a souvent qui passent en dessus de nos maisons. Alors là, c'est bruyant, alors c'est comme la maison est construite en bois, le bois vibre. Alors chez Armand, comme dans une dizaine de lieux autour de l'aéroport, l'association des riverains a installé un micro pour mesurer le bruit 24 heures sur 24. Un système mis en place par cet homme face à ceux qu'il estime être un manque de transparence de l'aéroport. Je suis quelqu'un qui aime avoir des réponses à mes questions. Quel bruit, quel avion, quelle direction. Et quand on ne me répond pas, j'essaie de trouver d'autres moyens d'avoir des réponses. Tous les bruits captés par le micro sont mesurés par cette boîte, puis automatiquement transférés sur un site web qui publie des pics de décibels minute par minute. Par recoupement, il est par exemple possible de savoir que les 89 décibels mesurés ce jour-là chez Armand provenaient d'un Boeing 764 de Continental Airlines. Villaroche, au sud de Paris. Bienvenue chez Snecma, l'un des leaders du marché des réacteurs d'avion. Ici, comme ailleurs dans cette industrie, on tente d'apaiser la grogne des riverains avec des moteurs plus silencieux. Là, nous nous trouvons devant un moteur CFM 56-5 qui équipe la famille Airbus A320. La réduction du bruit sur ce type de machine va passer déjà par l'augmentation du diamètre de la soufflante, de cette partie-là,
pour une question de rendement. Mais ça va passer aussi au niveau interne par de nombreux travaux, de travaux sur les panneaux acoustiques, une amélioration des panneaux acoustiques que l'on voit ici, la qualité des matériaux. En 40 ans, les motoristes sont parvenus à réduire par 3 le bruit des réacteurs. Mais il faudra faire encore mieux. On doit respecter des objectifs qui ont été fixés au niveau européen. Ces objectifs sont de réduire le bruit de 50% à l'horizon 2020 par rapport aux années 2000. Pour y parvenir, les industriels ont lancé de vastes programmes de recherche avec les universités européennes. Et c'est du côté de l'EPFL que l'on trouve l'une des solutions les plus prometteuses. Il s'agit d'utiliser des membranes de haut-parleurs pour capter l'énergie sonore. On utilise des haut-parleurs non pas pour faire du son, mais pour absorber le son. Et on veut les appliquer dans des réacteurs d'avion pour absorber le son du réacteur. Mais comme je n'ai pas de réacteur sous la main, je vous propose d'aller en salle réverbérante pour voir comment ces haut-parleurs sont capables d'absorber le son de la salle. Dans cette salle, le son diffusé se réverbère et atteint 110 décibels. Mais lorsque l'on installe ces deux gros haut-parleurs, il baisse à 94. Explication. Un haut-parleur, c'est un résonateur mécanique qui est capable de bouger, d'autant plus à sa fréquence de résonance. Il y a une fréquence à laquelle il vibre beaucoup. En faisant ça, il est capable d'absorber un peu l'énergie sonore, donc l'onde acoustique qui met en vibration la membrane, et dissiper en partie dans des pertes mécaniques. Imaginez que vous soyez au foot et que vous receviez une balle. Si vous restez rigide, la balle va rebondir sur le torse. Si par contre vous accompagnez le mouvement, vous l'amortissez. C'est exactement la même chose qui se passe avec le haut-parleur et l'onde acoustique. Ces membranes de haut-parleurs qui captent l'énergie sonore seront miniaturisées, puis intégrées dans les parois des réacteurs. Munis d'un système électrique, ces petits haut-parleurs pourront même s'adapter aux différentes fréquences sonores relatives au décollage, à l'accélération ou à l'atterrissage. La technologie pourrait être prête d'ici une dizaine d'années. Ça serait déjà un point de gagné. Mais patience, car pour avoir un ciel plus silencieux, il faudra aussi que toutes les compagnies renouvellent leur flotte et rien ne les y oblige. Bon alors Sylvie Brieux, il y a des solutions, on vient de le voir dans ce reportage. Pourtant, à la fin, ils expliquent bien que rien ne va obliger ces compagnies à acheter ces réacteurs qui font moins de bruit. Oui, c'est toujours la même histoire, mais moi ce qui m'intéresse et ce qui me parle en revanche, c'est que la mobilisation de ces riverains a permis de faire quand même avancer le débat. Donc voilà, donc en fait, en se mobilisant, en étant solidaires, les gens quand même parviennent quand même... C'est encore la société civile aussi qui bouge. C'est encore la société civile et grâce à ses actions, grâce à ses mobilisations et grâce à sa solidarité, elle parvient à infléchir le cours des choses. Rien n'est jamais parfait, mais ça avance. Alors, des solutions plus respectueuses de l'environnement et des hommes, ça existe, vous venez de le dire. Dans votre livre, vous parlez de l'agroforesterie des Incas qui est remise au goût du jour. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors effectivement, c'est une petite partie du livre que je n'ai pas beaucoup développée, mais l'agroforesterie, en gros, les chercheurs se sont rendus compte que les Incas étaient respectueux de leur environnement et actuellement, au Pérou, on essaie de replanter des espèces qui étaient en voie de disparition et qui seraient respectueuses d'un écosystème. Voilà. Vous parlez de sagesse des Incas, d'ailleurs, dans votre livre. Oui, parce que la sagesse des Incas est remise au goût du jour, parce qu'on se rend compte que les Incas, en fait, il y aurait eu une période de réchauffement climatique dans les Andes, et les Incas seraient montés en altitude pour cultiver leurs terres et pour planter de nouvelles espèces. Alors, il y a un passage aussi passionnant dans votre livre, c'est quand vous allez sur l'île de Pâques, en fait, vous rencontrez en fait un patriarche et il vous explique ce que faisaient les Rapa Nui, les anciens habitants de l'île, et vous dites dans le livre, vous les appelez les écolos avant-gardistes. Pour quelle raison ? Des écolos avant-gardistes parce qu'on pense que certains des chercheurs que j'ai interviewés, donc certains disent que les Rapa Nui ont épuisé leur écosystème. Donc ça, c'est une théorie qui est défendue notamment par les anglo-saxons. Il y a un célèbre professeur de UCLA aux États-Unis qui a écrit un livre qui s'appelle Effondrement, Jared Diamond, et qui défend cette théorie comme quoi les Rapa Nui auraient épuisé leur écosystème et que la fin de la civilisation serait liée justement à la fin des ressources, en fait. Voilà, la disparition des arbres et des arbustes. Et d'autres chercheurs que j'ai interviewés, un couple qui s'appelle Michel et Catherine Orliac, qui eux sont chercheurs au CNRS, défendent l'idée contraire en disant que les Rapa Nui, comme tout Polynésien, sont des peuples respectueux de leur environnement, qui ont certes modifié l'environnement en s'installant, mais qui ne l'ont pas détruit et qui ont su développer une agriculture adaptée à leur milieu.
Alors, dans votre livre, Sylvie Brieux, vous parlez beaucoup de nourriture, de plats traditionnels que vous goûtez et que vous aimez la plupart du temps. Eh bien, on va parler du contraire, des déserts alimentaires. Ça se passe aux États-Unis et dans ces déserts alimentaires, justement, les habitants, des millions d'Américains, n'ont pas accès aux aliments sains, aux aliments frais. Et forcément, l'obésité est là. C'est le coup de gueule de la semaine et il est signé Franz Vaillant. Un désert alimentaire, c'est une zone où les habitants n'ont pas accès à des produits frais. Surprise, c'est aux États-Unis, première puissance mondiale, que ces déserts alimentaires pullulent. Et c'est une journaliste française, installée en Caroline du Nord, qui nous l'apprend. Est considérée comme désert alimentaire, une zone où vivent des familles à bas revenus, sans véhicule, et où les magasins d'alimentation sont trop éloignés et donc inaccessibles. Alors que font ces millions de pauvres privés de fruits, de légumes et de lait frais? Eh bien, ils se rendent notamment dans les stations-service où l'on trouve à volonté des chips, des barres chocolatées, des sodas, des pizzas, bref, que du bonheur. Michelle Obama, femme de baraque, a beau se battre pour imposer des menus équilibrés dans les écoles, elle a beau être soutenue par la chanteuse Beyoncé pour que ses concitoyens se bougent le popotin, ces déserts alimentaires ne sont pas prêts de se changer en marché bio. Parce que les mauvaises habitudes sont tenaces, mais aussi parce que les républicains veillent au grain et au gain. Ils assimilent ces efforts contre la malbouffe à une restriction des libertés de conscience et de comportement. Comme le disait Flaubert, la Terre a ses limites, mais la bêtise humaine est infinie. Infinie, la bêtise humaine. Alors Sylvie Brieux, vous avez été étudiante aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. Est-ce que c'était déjà le cas? Est-ce que vous aviez déjà idée que ça allait se passer comme ça? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, la question de la malbouffe dépend aussi des États aux États-Unis. Là, on parlait de la Caroline du Nord. Ça affecte essentiellement les populations les plus pauvres, parce que pour se nourrir, il faut dépenser un peu plus d'argent, pour se nourrir bien et avoir une diète équilibrée. Et moi, j'ai étudié à Berkeley, qui se trouve en Californie. Et en Californie, on a toujours eu, enfin en tout cas à l'époque déjà où j'y étais, le sens de la diète, des menus équilibrés, des menus végétariens, le souci de l'environnement. Mais là, ça ne vous choque pas justement des gens qui ne peuvent pas avoir accès à ces aliments frais alors qu'ils vivent à côté des productions? Mais bien sûr que ça me choque. Ouais. Ça me choque d'autant plus que la discrimination passe par les revenus. Et pour la Caroline du Nord, j'y suis passée brièvement parce que j'ai effectué un reportage il y a quelques années sur les Indiens Lumbee, qui sont la population indienne qui vit en Caroline du Nord. Et c'est vrai que pour se nourrir sainement, c'est très compliqué parce qu'il y a peu d'accessibilité de produits frais à distance raisonnable et que tout est vraiment très gras et très sucré. Allez, je vous propose de regarder un petit clip qui va sûrement vous choquer. On regarde. Alors Sylvie Brieux, je vous ai vu très choquée par ce clip de Greenpeace. Ça vous évoque quoi? Écoutez, c'est répugnant, mais ça a le mérite d'être clair. Avec des L'électrochoc, images c'est nécessaire, justement? Oui, je pense que c'est nécessaire. Et justement, avant de venir vous voir, je lisais la presse brésilienne. Et il y avait en gros titre, en une de Folha de São Paulo, qui est le journal, un des journaux principaux au Brésil. Ce titre, la déforestation a augmenté de 27% sur une période de août 2010 à avril 2011 par rapport à l'année dernière. Donc en un an, la déforestation a augmenté de 27%. C'est un clip
clip, hein, justement, contre la déforestation. Exactement, mais c'est pour ça, en Amazonie, depuis quelque temps, on parlait de ralentissement de la déforestation, et tout d'un coup, ce chiffre surgit, et ce chiffre est complété par un autre chiffre qui nous dit qu'un seul État en Amazonie a, lui, augmenté la déforestation de 47%, c'est l'État du Mato Grosso. Donc évidemment, ça me choque, évidemment, c'est révoltant, et c'est très bien qu'il y ait des campagnes choquantes comme ça pour nous le rappeler. C'est entendu. Un livre, 2 documentaires, voici la sélection de l'équipe de Coup de pouce pour la planète. C'est le coup de foudre de la semaine. Brouter, ruminer, contempler, mais aussi meugler sa peine ou se délecter d'une pomme, Bovine est un film avec les vaches, un documentaire sur un quotidien dont nous ignorons tout, ou presque. Emmanuel Gras pose un regard prévenant sur ces bêtes. À la fin, aucun jugement, mais une question qui taraude. Doit-on, peut-on manger de la vache ? Bovine est en ce moment au Festival de Cannes, programmation des cinéastes indépendants. Sur le tapis rouge, en attendant leur sortie en salle, ces vaches font craquer la croisette. Pourquoi s'abîmer la santé avec des cochonneries chimiques? Et si on pouvait s'éclaircir les cheveux, soulager ses piqûres de moustiques avec des produits naturels uniquement? Ce livre vous apporte les solutions. Vous allez redécouvrir les bienfaits du sel, du citron, de l'argile et vous apercevoir que grand-mère ne sait pas faire qu'un bon café. Elle connaît aussi tous les bons tuyaux pour vivre mieux et se soigner malin. Noisette est un écureuil malicieux qui, à l'aide de ses copains Plume, Groseille et Mousse, apprend aux tout petits à jardiner. Automne et printemps sont les saisons idéales pour ramasser un bébé arbre, installer un compost de feuilles et planter des fleurs. De jolis dessins et des explications toutes simples pour devenir un vrai petit jardinier bio. Voilà, c'est mignon. Alors, est-ce que vous aussi, Sylvie Brieux, vous avez un coup de foudre à nous faire partager ? J'en ai plusieurs, mais s'il faut que je me limite à un, ça sera en fait un documentaire qui a été co-réalisé par un Indien, Ikpeng, qui vit en Amazonie brésilienne. Il a co-réalisé ce documentaire avec une Brésilienne et ça s'intitule « Le jour où j'ai vu l'homme blanc ». Et tout le propos du documentaire est de recueillir, en fait toute la trame se passe chez les Ikpeng et les anciens racontent ce qui s'est passé le jour où ils ont rencontré l'homme blanc avec un mélange d'humour, d'ironie, mais aussi de nostalgie de cette époque où ils vivaient libres et autonomes sur leur terre ancestrale. Je vais vous demander de réagir rapidement à 3 photos en lien ou non avec l'actualité. Alors on va commencer tout de suite avec cette première image. Vous la découvrez, c'est Fukushima. Ça vous évoque quoi? Fukushima, écoutez, au Japon, dès qu'on a parlé de conséquences de radiation sur nos populations, ça a suscité beaucoup de débats et je trouvais que cette catastrophe, le fait qu'on commence à s'inquiéter pour nous au lieu de se préoccuper de la situation au Japon, j'ai trouvé ça un peu indécent qu'il y ait un débat à ce moment-là sur les conséquences que ça pouvait avoir sur l'Europe ou la France. Allez, deuxième image maintenant, je crois que vous allez reconnaître, c'est donc Cancun, le sommet, la conférence sur le changement climatique. Vous y croyez, vous, à ces grands sommets ? Moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que Cancun, un des leaders chez lesquels j'ai séjourné en Amazonie, était à Cancun et que... Il était content, lui ? Je lui avais demandé « Que penses-tu de Copenhague ?» Il m'avait dit « Tu sais, nous, on n'a pas d'autre choix que d'être optimiste. Il faut avancer. On ne se bat pas pour nous, on se bat pour les générations futures. » Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup chez les Indiens, c'est ça, c'est ce sens de la communauté. La communauté passe avant l'individu. Et pour partager une petite chose, parce que je sais qu'on est limité par le temps, mais il y a un chef indien les Iroquois ont dans leur constitution un principe dont on pourrait s'inspirer, qui dit que avant de prendre toute décision, on devrait prendre en compte l'impact que ça a sur les 7 générations à venir. Voilà. Allez, dernière image, je crois qu'elle va vous faire plaisir. Vous reconnaissez cette dame ? Rigoberta Menchú, bien sûr, prix Nobel de la paix, une guatémaltèque, indienne Maya Kitché, oui. Vous en parlez dans votre livre. J'en parle dans mon livre. Elle a été importante pour la lutte de ces populations indiennes. Absolument. Et puis, elle a reçu le prix Nobel de la paix en 92. Et 92, c'était une année où on a célébré ou contre-célébré la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et c'est l'année où les populations indiennes ont décidé de débaptiser le nom de leur continent d'Amérique. Ils l'ont baptisé Abya Yala, qui signifie
terre dans sa pleine maturité dans la langue des Kuna du Panama. C'est joli. Allez, on passe à notre fameuse séquence des 40 secondes. 40 secondes, rien que pour vous, Sylvie Brieuc. Vous êtes prête? Vous allez nous donner votre coup de pouce pour la planète. Top chrono. C'est parti. Pardon. Mon petit coup de pouce pour la planète, c'est de consommer des produits labellisés commerce équitable et bio. Parce qu'en Amazonie, j'ai été confrontée à ma propre incohérence de consommatrice, qui est que je ne rationalisais pas jusqu'à présent mon comportement alimentaire. Et les Indiens m'ont bien fait comprendre qu'en Europe, par exemple, ils m'ont dit « vous consommez du soja qui provient directement de la déforestation de l'Amazonie ». D'un côté, vous consommez ce soja et de l'autre, vous êtes prêt à financer des projets de reboisement en Amazonie. Donc mon petit coup de pouce pour la planète, c'est ça. C'est une petite goutte d'eau, mais voilà. Encore une. Merci Sylvie Brieuc. Place maintenant à notre concours en partenariat avec l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Des élèves du monde entier qui s'engagent dans le développement durable et ils filment leurs actions. Voici deux d'entre elles. Cette semaine, on part aux États-Unis et aux Seychelles. Les enfants sont surexcités. Que se cache-t-il dans le coffre de cette voiture? C'est avec beaucoup de précaution que leur professeur transporte le précieux objet. On est allé voir sa voiture et quand Olivier il a deviné, c'était un aquarium. Un aquarium, de quoi accueillir leur futur élevage d'alevins. Leur but, élever des truites pour les relâcher dans une rivière. Toujours dans la thématique de l'eau, direction les Seychelles. Bottes et gants en caoutchouc, les élèves de classe moyenne sont suréquipés. Sacs en plastique, vieux vêtements ou boîtes en carton, ils nettoient la mangrove avec application. Grâce à eux, les animaux retrouvent leur habitat naturel et les élèves n'en sont pas peu fiers. Si on nettoie, ça va être plus bien et j'espère que personne d'autre va jeter des autres déchets dans la rivière. Et on arrive à la fin de ce coup de pouce pour la planète. Merci Sylvie Brieuc d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous sortez ce livre, Quand s'élèvent nos voix, aux éditions Albin Michel. C'est un très joli livre, très bien écrit. Et je crois que vous avez le projet de partir au Brésil, c'est ça bientôt ? Oui, absolument. Je vois que vous êtes très bien renseignés. Oui, cet été, j'aimerais retourner dans les communautés que j'ai fréquentées pendant cette année sabbatique parce que je suis toujours en contact avec les personnes chez qui j'ai logé dans les Andes et en Amazonie. Mais comme je serai plus limitée en temps, j'ai décidé de retourner en Amazonie cette fois. Merci Sylvie Brieuc. Merci et notre émission continue sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous le savez, on attend vos coups de pouce, vos coups de gueule, vos coups de foudre. À très bientôt sur TV5 Monde.